Oui, vous ne rêvez pas, on se retrouve bien dans un update lecture. Ça fait, je crois, 2 mois que j'en ai pas posté, mais en même temps, depuis 2 mois, j'ai pas tant lu que ça. La vie a suivi son cours, comme on dit, donc j'ai pas eu vraiment de temps pour me consacrer vraiment à mes lectures en cours. Ce qui a peut-être impacté mon avis que j'ai sur certains livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Globalement, sur ces 2 derniers mois, j'ai pas eu de grosses claques, à part pour un livre que je vous présenterai dans une autre vidéo, Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury. Celui-ci, je vous le présenterai dans une vidéo qui sera complètement dédiée à cet auteur. Je vais essayer de la faire dans le mois, et puis je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais à part ce livre, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur. J'ai eu des très bonnes lectures quand même, des lectures assez bonnes, bref, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors on commence par une lecture que j'ai faite en avril je crois, donc ça date vraiment d'il y a longtemps. C'est Les Déportés du Cambrien de Robert Silverberg. Robert Silverberg, je l'avais déjà découvert l'année dernière en fin d'année avec L'Oreille interne. C'est un roman que j'avais bien aimé sur le concept, mais la traduction faisait que c'était hyper raciste et misogyne. Apparemment, dans la nouvelle version, c'est pas du tout le cas. Donc il faudrait que je le retente. J'avais pas un avis très objectif du coup sur ce livre. Et là, en commençant Les Déportés du Cambrien, j'avais honnêtement un peu peur de ressentir ce côté très raciste et misogyne également. Et heureusement, ça n'a pas trop été le cas, même si je reviendrai sur certains points plus tard. Et ces points plutôt mitigés ont fait qu'au final, ça a été une lecture plutôt en demi-teinte. Les Déportés du Cambrien, déjà, c'est un récit très court de 192 pages qui nous raconte l'histoire de Barrett. Barrett, c'est un ancien résistant qui a été déporté donc, par le gouvernement de l'époque dans les années 2000. Et à cette époque, dans les années 2000, on peut déporter les gens dans l'ère du Cambrien, quand ils sont trop nocifs au gouvernement. Donc Barrett a été déporté il y a 1 milliard d'années. Et on va suivre ces deux points de vue. Le présent pour Barrett, c'est-à-dire cette époque du Cambrien, où il va être chef de toute la communauté qui s'est créée avec tous ces exilés politiques, et aussi des chapitres où on va suivre son passé, donc le présent dans les années 2000, comment il en est arrivé là, comment il est arrivé à se faire déporter, et tout son passé politique. Si je dois commencer par les points positifs du roman, honnêtement, j'ai beaucoup aimé cet aspect psychologique qu'on retrouvait déjà dans L'Oreille interne. Là, Robert Silverberg se concentre surtout sur l'impact psychologique que ressentent les personnages quand ils sont déportés dans le Cambrien. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Il se concentre vraiment là-dessus. Et c'est très intéressant. C'était ce que j'avais aimé dans L'Oreille interne, et d'ailleurs c'était une des rares choses que j'avais aimé. Mais là, dans Les Déportés du Cambrien, c'est la même chose. Barrett va se questionner sur la folie de certains, parce que évidemment, quand on est déporté 1 milliard d'années dans le passé, ça trouble un petit peu, je pense. Et donc on va s'arrêter sur certains personnages, mais surtout sur l'impact psychologique. Et c'était hyper intéressant de ce point de vue-là. Et j'espère que l'auteur continue à faire ça dans ses autres romans que je lirai, parce que moi c'est un aspect que j'aime énormément. Du coup ça nous amène à découvrir pas mal de personnages de ce groupe d'exilés politiques, et au début du roman j'ai beaucoup aimé les découvrir. Malheureusement, au bout de 192 pages, j'arrivais à les confondre et je sentais pas des caractéristiques propres à chacun. Et je pense que c'est aussi dû au fait que le livre est assez court. Du coup on n'a pas forcément le temps de s'attacher justement à tous les personnages de la même manière. Barrett, on s'y attache beaucoup, mais le reste des personnages, c'est vrai qu'ils sont laissés un peu de côté et moins bien décrits. Du coup, je les confondais vers la fin, et ça a été un peu gênant pour le coup. Pour les points négatifs, eh bien là c'est vraiment personnel, mais le roman parle beaucoup de politique évidemment, et moi c'est un sujet qui m'intéresse pas trop. Alors évidemment c'est surtout dans le passé qu'on va en parler. Barrett va devenir résistant au fur et à mesure de sa vie. On va découvrir comment. Sauf que on parle beaucoup de politique évidemment pour recréer un contexte, et c'est normal. Mais moi, ça m'a pas tant plu que ça. Après, ça c'est hyper subjectif, mais le côté politique du roman, j'ai eu un peu de mal. Même si on comprend tout ce qui se passe, que c'est assez poussé, hein, qu'on comprend tous les partis qui sont présents à l'époque dans les années 2000 que Robert Silverberg recrée un peu. On comprend tout ce qui se passe, quel parti est dominant, quel parti veut prendre le pouvoir, mais comme moi ça m'intéresse pas tant que ça en sujet principal dans un roman, ça m'a pas autant plu qu'un autre sujet, mais ça c'est, comme je vous le dis, c'est vraiment subjectif, et c'est ce qui fait que j'ai préféré les passages qui se déroulaient dans le présent de Barrett à l'époque du Cambrien, où là on se concentrait plus sur les personnages en eux-mêmes et comment ils
ils s'organisent, comment la communauté s'organise pour survivre. Autre détail gênant que j'avais déjà relevé dans l'oreille interne et qui ici est aussi très visible, c'est qu'il y a les femmes qui ne sont pas du tout mises en valeur, encore une fois. Là, de par le contexte du roman, c'est logique. Évidemment, on envoie des hommes dans une partie du Cambrien et on envoie les femmes dans l'autre pour qu'ils ne se reproduisent pas et pour que ça ne bouleverse pas le futur. Donc ça, c'est logique qu'on ait le groupe d'hommes et de femmes à deux moments du Cambrien différents pour vraiment qu'ils ne se croisent jamais. Mais par contre, on a quand même des femmes dans le passé de Barrett, en l'an 2000. On en a très peu, honnêtement, j'ai vu 2 femmes représentées dans le roman. Mais le problème, c'est que les seuls moments dans le roman où on voit des femmes, elles sont reléguées au statut de ménagères complètement. Et là c'est assumé par l'auteur. Ça se rajoute à l'autre lecture que j'ai faite à l'oreille interne. Et honnêtement, j'ai un peu peur pour la suite des récits, voir comment les femmes sont mises en valeur dans ces romans. Je ne sais pas vraiment s'il y en a eu de mise en valeur, mais bon. Là, ça m'a gêné honnêtement dans ma lecture. Et autre détail qui m'a gêné, c'est la fin. 10 pages avant la fin, je ne savais pas comment ça allait se finir parce que pour moi, on aurait pu en rajouter encore 100, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. J'ai eu l'impression en fait que Robert Silverberg avait fini son roman comme si c'était une nouvelle, comme si on avait eu 20 pages au lieu d'en avoir 192. Donc évidemment, c'est frustrant. La fin, honnêtement, elle est bof, elle apporte rien de plus alors que le récit monte crescendo quand même. La fin, elle finit un peu en queue de poisson, si je puis dire. Au final, ce roman, ça a été une lecture plutôt mitigée, il ne me marquera pas du tout. Ce que j'ai le plus aimé, en fait, c'est le concept qui est décrit, ce concept d'exilé politique dans le Cambrien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pour ça que je vais lire surtout Robert Silverberg, c'est pour le concept de chacun de ses romans. Et aussi pour sa SF plus psychologique, où on s'attache vraiment à ce que ressentent les personnages de ce bouleversement un peu de notre monde, le fait de vivre dans le Cambrien pour ce roman, ou alors d'avoir des pouvoirs télékinésiques dans l'oreille interne. Donc voilà, ma découverte de cet auteur, ça se fait crescendo. J'avais vraiment détesté l'oreille interne. Les Déportés du Cambrien, ça a été une lecture mitigée. Qui sait si j'aurais pas un coup de cœur pour le prochain. Suite à ça, j'ai lu un SP, donc de la part des éditions Albin Michel, qui m'avait envoyé en septembre 2019, le mois de la sortie du livre. Il m'avait envoyé le livre de M de Peng Shepherd. Donc c'est un livre post-apo qui me faisait un peu peur. J'ai vu beaucoup de bons avis sur ce livre, mais je sais pas, je sentais qu'il fallait un temps aussi pour le lire, un temps à se consacrer vraiment à cette lecture. Et au final, non. Le livre de même, je trouve que c'est un roman assez accessible, même si on dit beaucoup qu'il est compliqué à prendre en main, et c'est vrai. Le début est assez perturbant, et il faut au moins 100 pages pour rentrer complètement dans l'histoire. C'est tout de même un roman très accessible et qui s'est révélé très original dans le domaine du post-apo. J'ai l'impression que Peng Shepherd a apporté avec ce roman une petite touche de fraîcheur, d'originalité et de poésie. Au niveau de l'histoire, on suit Max et Ori, qui est un couple fort qu'on va suivre tout au long de ce roman, dans un monde post-apocalyptique, et ce monde post-apocalyptique est très particulier. Les gens ont commencé à perdre leur ombre, donc au début on a pris ça pour un phénomène intriguant, un peu bizarre, mais personne ne s'en inquiétait plus que ça. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'on perd son ombre, on perd également ses souvenirs, sa mémoire. Et plus que ça même, mais j'ai pas envie de vous spoiler, il y a un aspect fantastique qui arrive avec cette perte de mémoire. Ça modifie toute la vie, toute la ville, les objets, bref. Vous verrez par vous-même si vous le lisez. On suit ce couple, mais on suit d'autres personnages également. Naz, une jeune adolescente qui va essayer également de survivre. Et on va suivre celui qui rassemble, un homme amnésique, donc qui a perdu la mémoire avant que les gens commencent à perdre leur ombre. Et on comprend vite que cet homme aura une grande importance dans la suite de l'histoire. Donc oui, c'est sûr, le début est un peu difficile pour s'accrocher, il faut vraiment être concentré. Mais ce qui aide aussi, c'est la plume de Peng Shepherd, que j'ai trouvé très mélancolique, très belle, très poétique, légère, douce. C'est un roman pour moi qui est très triste. En fait, on voit toute cette dégradation et Peng Shepherd, avec sa plume, apporte un côté triste. Juste, il y a des moments assez poignants où on est tenu en haleine et ça nous touche émotionnellement. Et je trouve que c'était vraiment très beau de ce côté-là. Mais cette plume très travaillée ne joue pas sur le rythme du récit du tout. Il y a des scènes d'action qui sont bien réparties. En plus, on alterne les chapitres. On suit Max, Ori, Naz et celui qui rassemble. Et on les suit à chaque chapitre. C'est bien alterné. Et le récit en ça est bien rythmé. Et il y a quelques longueurs, je trouve, dans les 500 pages. Mais ces quelques longueurs, en fait, elles sont utiles et elles ne m'ont pas du tout dérangé. Ça permet de
contribuer à installer l'ambiance et aussi de développer les personnages. Et j'ai trouvé que c'était un roman hyper bien équilibré au final. L'alternance de chapitres comme ça a fait que je me suis attaché à tous les personnages et vraiment j'étais à fond dans toute leur histoire. Et ça, c'est quand même très chouette dans un livre où il y a plein de points de vue. Mais en plus de ça, je trouve l'aspect fantastique aussi très bien dosé. Et pourtant, il y a beaucoup de fantastique dans ce roman, mais je trouve que c'est très très bien réparti. Il y a beaucoup de fantastique donc, mais jamais trop. On n'a pas l'impression que c'est abracadabrant, alors que ça l'est. Mais on se dit c'est logique dans le contexte du monde post-apocalyptique qui nous est décrit. Ça, c'est un gros point fort parce que souvent le fantastique, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et en l'occurrence, là, ça passe très très bien. Si j'ai pas eu un coup de cœur énorme pour ce roman, c'est, je pense, principalement parce que je me suis pas attaché autant que ce à quoi je m'attendais au couple de Ori et Max. Et c'est un peu dommage parce que tout le monde vendait le couple comme un couple parfait. Et c'est vrai, c'est un couple un peu parfait, mais je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que le couple de Ori et Max n'était pas mes personnages préférés. J'ai préféré suivre des personnages plus secondaires comme le commandant ou le général, Naz, celui qui rassemble. Voilà, c'est des personnages qui m'ont plus plu et du coup j'ai eu cette petite déception due à la hype que je me suis créée tout seul. Donc ça c'est très subjectif, hein. Lancez-vous dans le roman sans rien vous y attendre, comme ça vous aurez que des claques. Donc il y a ça, et il y a aussi la fin. La fin, elle est bien, elle est dans le contexte. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'ont trouvée très très émouvante, donc je pense que c'est une très très bonne fin. Juste pour moi, ça n'a rien déclenché émotionnellement, alors que certains passages du livre m'avaient vraiment touché. Pour le coup, là, à la fin, je suis resté ouais, sans être touché émotionnellement et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais là, encore une fois, je pense que c'est très subjectif et vous aurez une vision différente de la fin. Et je pense qu'elle marche très bien. C'est juste moi qui n'étais peut-être aussi pas dans le mood de l'apprécier à sa juste valeur en fait. Et quand j'ai refermé le livre, en fait, j'étais pas du tout déçu parce que je trouve que le voyage que Pen Shepherd nous a décrit tout au long de ce roman de 500 pages, il valait vraiment le coup. Dans le post-apo, je trouve que ça lance une petite vague de fraîcheur, de nouveauté, d'originalité, parce que le domaine du post-apo, en littérature, c'est un genre qu'on a beaucoup vu et revu dans les 50 dernières années, qui a tendance des fois à se répéter. Et là, pour le coup, si vous cherchez quelque chose de vraiment très original dans ce genre-là, n'hésitez pas. C'est vraiment une petite pépite. Chacun, je pense, la recevra à sa manière. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Mais peut-être que pour vous, ce sera un immense coup de cœur. En plus, c'est le premier roman de l'autrice, c'est ça qui est assez fou. Autant vous dire que je guette avec impatience ses prochaines sorties. Après le livre de M qui a été une très très bonne lecture, je me suis lancé dans Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury et pour lui j'ai eu un immense coup de cœur, mais je vous en reparlerai donc dans une prochaine vidéo. Et suite à ça, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, donc je me suis dit, bon apparemment Albin Michel Imaginaire publie des textes que j'aime bien, donc j'en ai pris un autre. Et ce livre, c'est Terminus de Tom Sweterlich, donc qui m'a été envoyé gentiment par les éditions Albin Michel Imaginaire, que je remercie encore une fois. J'ai une bonne lecture, mais je ne sais pas pourquoi, ça l'a pas aussi bien fait que ce à quoi je m'attendais, avec moi en tout cas. Dans Terminus, on va suivre Shannon Moss, qui est une agente du NCIS dans les années 1997. Et à cette époque, le FBI utilise déjà le voyage dans le temps et dans l'espace pour résoudre des crimes dans le futur. Ils se servent des futurs probables pour pouvoir voir comment les enquêtes se résolvent et pouvoir aider dans le présent. Sauf que Shannon Moss, elle fait des missions régulières dans le temps et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a la fin du monde qui arrive bientôt. Au fur et à mesure de ses voyages dans le temps, elle se rapproche, elle aussi, cette fin du monde, de plus en plus vite. Une fin du monde qui est particulièrement horrible à base de déserts gelés, de corps crucifiés pendus au-dessus des lacs, bref, des trucs assez horribles. Donc Shannon Moss va être confrontée à ce terminus, elle va en ressortir handicapée. Shannon Moss, c'est une héroïne qui est assez originale. Déjà, c'est une femme, donc ça c'est cool. Mais en plus, elle est estropiée. Donc, on va faire face à tous ces handicaps qui sont très visibles et malheureusement qui la font souffrir dans des enquêtes parfois très physiques. Elle va essayer de savoir comment est arrivé ce terminus, comment essayer de le faire disparaître aussi. Et parallèlement à ça, elle doit résoudre une enquête
à base de crimes dans le NCIS, bref. J'ai l'impression que mon résumé n'est pas très clair, mais en gros, Terminus est un thriller SF, et déjà ça, c'est un gros point fort de ce roman, c'est que le côté thriller et le côté SF, ils sont parfaitement mélangés, et du coup, on a vraiment l'impression de lire les deux en même temps. Je sais pas, Tom Sweterlich a réussi à faire un livre qui mixe parfaitement les deux. Donc on a ces scènes d'action très rapides, une plume incisive et des personnages assez vite installés qui nous permettent d'avoir cette ambiance thriller avec une enquête derrière qui est assez gore aussi. Donc on est beaucoup dans le thriller et on a des éléments techniques du voyage dans le temps, tout ça, comment on voyage dans le temps, les différents futurs possibles, les machines qu'on utilise pour voyager dans le temps. Tout ce côté scientifique très technique fait penser à la SF, et il y a aussi des voyages dans l'espace, les voyages dans le temps avec des futurs post-apocalyptiques, ça fait très SF, et ça j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, c'est la première fois que je lis un thriller SF, et je trouve que ça marche super bien en tout cas dans ce récit. L'ambiance de ce récit aussi, elle est très sombre, très froide, et en fait je sais pas, ça l'a pas trop fait avec moi. Je ne sais pas d'où ça vient, parce qu'en soi le récit se tient de A à Z, c'est vraiment très bien fait, très bien réalisé. La fin est assez belle pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'épilogue. Mais par contre, je sais pas ce qui s'est passé, ça ne l'a pas tant fait que ça avec moi. Peut-être que c'est dû au personnage. J'aurais bien aimé m'attacher plus à Shannon Moss, à d'autres personnages présents dans le récit, mais en fait, avec cette possibilité de futur, de fin du monde, d'écho, bon, vous découvrirez ce que sont des échos dans ce livre, on ne s'attache pas forcément, enfin moi en tout cas, je me suis pas tant attaché que ça au personnage, en tout cas autant que je l'aurais voulu, et j'ai trouvé ça dommage. L'ambiance froide et clinique aussi, je sais pas, ça a pas trop fonctionné avec moi. D'habitude j'adore ce genre d'ambiance, mais ici j'ai trouvé que ça rendait le tout très froid certes, mais très distant. En fait, je me suis senti extérieur à tout ce qui est arrivé dans ce livre, et bah, je pense que c'est principalement ça qui n'a pas marché. Le fait que je lise vraiment un livre et que je ne sois pas plongé dans l'histoire, mais que je lise l'histoire comme si je la voyais d'un point de vue extérieur. Il y a aussi l'écriture de Tom Sweterlich qui fait des phrases très courtes, très incisives. Certes, ça marche pour tout ce qui est scène d'action, mais par contre, des fois, j'avais envie qu'il fasse des phrases beaucoup plus longues, plus descriptives, qui prennent son temps de nous mettre dans l'ambiance du récit, même s'il nous met dans l'ambiance, c'est pas ça qui m'a gêné, c'est ces phrases très courtes, parce que c'est des phrases très courtes, mais tout le temps dans le récit. Il y a tout le temps cet enchaînement rapide de phrases, et je pense que ça aussi, ça m'a déstabilisé. Vers la fin, on a aussi enfin j'ai trouvé un gloubi-boulga d'informations concernant tout ce qui est résolution de l'énigme, tout ça. Et du coup, toutes les révélations, bah, elles m'ont pas choqué, elles m'ont pas retourné. J'étais là, ah ok, il y a ça, d'accord, bon bah la suite. Voilà, j'étais pas dans le mood thriller où on se prend des révélations, des grosses claques. J'étais pas dans le mood SF non plus, où on est à fond dans les batailles spatiales, tout ça. J'étais très extérieur au récit, et je pense que c'était dû à mon mood de lecture du moment, tout simplement. Je pense que j'aurais pas dû lire ce livre au moment où je l'ai lu, parce que je ne l'ai pas autant apprécié. J'ai vu que principalement tous ceux qui l'avaient lu avaient beaucoup aimé. Donc là, pour le coup, prenez mon avis comme un avis très subjectif, dû à une période de lecture qui n'était pas forcément la meilleure. Et je suis un peu déçu d'avoir découvert ce livre dans cette période, parce que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est pas grave, parce que les éditions Albin Michel Imaginaire m'ont aussi envoyé le deuxième roman de l'auteur, enfin le premier qu'il a écrit, mais le deuxième qu'ils avaient publié demain et le jour d'après. Et je le lirai pour me faire une autre idée, je le lirai quand j'en aurai envie et dans un mood où je saurais plus peut-être apprécier ce genre d'ambiance froide et clinique. Si vous voulez lire un thriller SF parfaitement maîtrisé de A à Z, allez-y, Terminus, c'est un livre qui est comme ça. Moi, c'est très personnel, je m'y suis senti extérieur tout au long du récit. Après, c'est peut-être aussi que j'accroche pas à la plume de Tom Sweterlich, ça peut arriver. Je sais pas, mais en tout cas, je retenterai l'expérience avec cet auteur, et n'hésitez pas à le tenter aussi si l'histoire vous intrigue. Et ensuite, les deux dernières lectures que je vais vous présenter, c'est des lectures que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. Celle-ci, c'est une lecture que j'ai faite durant une nuit d'insomnie, il y a à peine 2-3 jours. C'est Fable de Charles Yu. Charles, non, juste Charles en fait. Donc Fable de Charles Yu, qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Auferge de Vulcain. Et alors, ce petit récit, cette petite nouvelle, hein, c'est un court cahier de 20 pages,
Je ne m'attendais pas à autant l'apprécier. Dans Fable, on va juste suivre un homme qui parle à sa psychothérapeute de sa vie, qu'il trouve un peu loupée. Et en fait, je suis totalement tombé amoureux de l'univers de Charles Yu. Il écrit une petite fable avec une plume un peu onirique pour tout ce qui est fantastique, un humour très cynique que j'ai beaucoup apprécié, des personnages très attachants, des réflexions sur la vie. En ça, j'ai retrouvé un peu un côté ambiance de roman asiatique dedans, comme Haruki Murakami par exemple, mais avec ce côté humour très présent, humour et cynisme, parce que l'histoire apporte beaucoup de cynisme, qui m'a énormément plu. Cette histoire, du coup, bah, c'est racontée sous forme de fable et c'était génial. Je l'ai dévoré en 30 minutes, hein, vraiment c'est très court comme lecture, mais franchement, j'ai adoré. En 20 pages, l'auteur a su me plonger dans son ambiance, dans son style, dans cette histoire et voilà, j'ai passé un moment incroyable, d'une demi-heure, mais un moment incroyable. J'ai vraiment adoré l'ambiance, la plume, tout. C'est un coup de cœur, alors que le récit fait à peine 20 pages. J'ai été bluffé, c'est tout. J'ai beaucoup aimé ce tout petit roman et du coup j'ai très envie de découvrir tous les autres livres de Charles Liu. Apparemment c'est un auteur très prolifique avec une plume un petit peu particulière comme j'ai pu le constater dans cette nouvelle. Et honnêtement moi j'accroche totalement. J'ai dans ma palle Pardon s'il te plaît merci qui est un recueil de nouvelles. Je peux vous dire que je vais pas tarder à l'attaquer celui-ci. Et ensuite, je viens de finir une lecture qui m'a été encore une fois envoyée par le Passager clandestin, donc les éditions du Passager clandestin, dans leur collection des 10 chroniques. Et cette nouvelle qu'ils m'ont envoyée, parce que en fait ce court roman c'est une nouvelle, c'est Continent perdu de Norman Sparrad. Bon, je vais l'appeler Norman. Hein. Vous le savez, en plus, j'ai plein de livres de cet auteur à lire dans ma palle. Je ne savais pas par lequel commencer. Et du coup, quand j'ai vu que les éditions du Passager clandestin sortaient ce livre, bah, je leur ai demandé en SP pour pouvoir le découvrir au travers d'une nouvelle. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est pas un coup de cœur comme Fable de Charles Liu, mais en même temps, je pense pas qu'on puisse avoir un coup de cœur pour ce genre de récit. En plus, c'est une nouvelle. L'auteur nous montre une Amérique dévastée, effondrée sur elle-même. On est dans le futur et en fait l'Amérique c'est un vestige de civilisation. C'est l'Afrique qui a pris le rôle en gros de continent dominant et l'Amérique est devenue un tombeau de civilisation, d'une civilisation qui s'est montrée très impressionnante à une époque et qui s'est effondrée sur elle-même. C'était une nouvelle hyper intéressante. En fait, on découvre cette Amérique au travers d'un groupe d'Africains avec un guide américain donc, qui font un voyage touristique. Et donc le guide américain nous explique et explique en même temps aux voyageurs un petit peu comment cette civilisation s'est effondrée. On visite les grands monuments, ce qu'ils sont devenus, et on constate aussi que la pollution règne sur tous les États-Unis. Donc on est focalisé sur les États-Unis hein, parce que on nous parle aussi de l'Amérique du Sud qui a échappé à à cette pas apocalypse, mais fin du monde. Du coup, c'est centré sur les États-Unis. Et d'ailleurs, cette nouvelle est vraiment dédiée en quelque sorte aux Américains. C'est une nouvelle écrite par un Américain pour les Américains. Parce que quand on ne connaît pas New York, je pense qu'on n'est pas autant impacté par les changements que la ville a subis, la pollution, tout simplement l'effondrement de cette civilisation. Si on n'y a pas été, si on n'a pas vécu, et si ça ne fait pas partie de notre histoire à nous, je pense qu'on est moins touché que les Américains qui y vivent. Ça montre bien la décadence qu'on peut vite retrouver alors qu'on est au sommet de notre gloire. En l'occurrence, là, c'est les États-Unis avec leur fonctionnement économique, leur puissance en quelque sorte qui s'est effondrée très vite. Et c'est ce que l'auteur, je pense, veut faire passer dans ce livre. C'est qu'on a beau être au sommet de la technologie, du développement, ça peut très vite s'effondrer. La nouvelle a été écrite en 1970 et on a déjà une réflexion, c'était un des thèmes principaux à l'époque, mais l'aspect écologique de cette ville des États-Unis est remis en question. On voit clairement que cette civilisation s'est effondrée principalement à cause des enjeux écologiques et que la pollution maintenant règne. On aborde aussi dans ce récit la question du racisme. Du coup, l'Afrique est devenue le continent le plus développé économiquement, écologiquement,
mais pas autant qu'à l'époque où l'Amérique s'est effondrée, c'est-à-dire dans les années 2000, dans cette nouvelle. Et donc il y a un racisme qui est omniprésent de la part des Africains envers ceux qui les ont toujours dominés et qui aujourd'hui se retrouvent complètement soumis à cette puissance qui est l'Afrique. Et en même temps, on suit un guide américain qui représente un petit peu tous les Américains qui ont survécu à cet effondrement et qui est aussi très raciste envers cette Afrique. Bref, ce côté racisme, il est très dérangeant à la lecture parce que, évidemment, c'est un sujet qui me touche et qui nous touche tous, j'imagine, qui doit être aboli. Et malheureusement, avec cet effondrement, le racisme a été un petit peu renforcé et c'est terrible à lire. C'est une nouvelle très très intéressante de tous ces points de vue-là. Évidemment, la fin, on s'en fiche de la fin en fait. C'est toute la réflexion qui est intéressante, un peu comme Le meilleur des mondes par exemple, dans le même style de réflexion parce que c'est pas du tout le même style d'histoire. J'ai beaucoup aimé me prendre la tête un peu pendant 130 pages et découvrir un petit peu ce qu'aurait pu devenir l'Amérique si on était allé trop loin, ou peut-être qu'on est en train d'aller trop loin, on ne sait pas. Ça avertit aussi sur la décadence dans laquelle on peut vite tomber au final. C'était très très intéressant et du coup ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de l'auteur. Je sais qu'il est très centré sur certains thèmes comme ça et c'est un auteur très reconnu en SF pour ça parce qu'il a abordé des questions très importantes. Bref, pour moi ça a été une très bonne lecture. Bon, c'est une nouvelle, du coup j'ai pas eu un coup de cœur. Par contre, j'ai beaucoup aimé voilà, tous les thèmes qui ont été explorés et ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de Norman Spinrad. Donc je pense que j'en sortirai un dans pas très longtemps. Bon, et bien voilà, c'en est tout de cette update lecture. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. En ce moment, je vous montre ma lecture en cours, c'est L'éveil d'Endymion de Dan Simmons. Je suis en train de faire un reading vlog là-dessus et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est trop bien. Et sur ce, on se retrouve très vite, j'espère. Je pense que la prochaine vidéo sera axée sur Ray Bradbury, du coup, comme je vous l'ai dit. En tout cas, j'espère qu'elle sortira dans pas trop longtemps et que j'aurai le temps de la filmer et de la monter. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Au revoir.